Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Justifit. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Paul de Panafieux sur l'IA, un sujet qui intéresse tout le monde. Donc vous voyez que sur le côté, vous avez un espace conversation dans lequel vous pouvez poser des questions que je me chargerai de relayer auprès de Paul. Je ne sais pas s'il y a des sondages prévus. Est-ce qu'il y a des sondages prévus, Paul, pendant l'intervention ou pas? Oui, il y a 2 Il y a des sondages. sondages, donc je me chargerai de les lancer. S'il vous plaît, participez, parce que ça rendra aussi ce webinaire plus interactif et vivant. Donc, nous sommes ensemble pour 1 heure. D'abord, je vais introduire Justifit et présenter Paul. Je passerai la parole à Paul qui aura à peu près 45-50 minutes. Puis on aura 10 minutes de questions à la fin, pendant lesquelles vous pourrez poser des questions sur les sujets qui vous ont interpellé pendant la présentation de Paul. Ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à prendre des notes. Nous vous enverrons un replay du webinaire qui sera aussi sur notre média à destination des avocats, donc Maîtrise pour Justifit. Je vais mettre le lien tout à l'heure sur le côté. Donc, vous pourrez aussi retrouver le replay de ce webinaire avec un article qui en résume les points les plus importants et on vous l'enverra par mail. Donc, vous pouvez écouter Paul en toute tranquillité. Nous vous enverrons tout ça par la suite. Alors, Justifit, je vais commencer par présenter Justifit rapidement pendant que les participants arrivent. Justifit existe depuis 2015. Nous avons commencé, nous nous sommes lancés dans un premier temps pour mettre en contact les avocats qui étaient sur notre plateforme avec des clients potentiels. Voilà, donc c'est ce que nous faisons depuis 11 ans. Donc nous avons plus de 3000 avocats qui ont une fiche qui les présente sur notre site. Puis progressivement, nous sommes devenus pour les avocats un moyen de communiquer. Donc ils communiquent tout d'abord par cette présence sur notre site, puis en leur proposant de co-signer des articles que nous écrivons qui sont optimisés en SEO pour être visibles sur Google, puis aussi en leur proposant de tourner des vidéos leur permettant de mettre en avant leur expertise. Et puis, on est passé d'apporteur de business à un partenaire de communication, à aussi une boîte à outils digitale. Donc, sur l'interface dont nos avocats disposent, il y a la possibilité de créer des rendez-vous, des conventions d'honoraires, de disposer d'une messagerie sécurisée, envoi de pièces jointes, enfin toute une série d'outils. Et puis notre 4e pilier, dont fait partie ce webinaire, c'est accompagner les avocats qui sont sur notre plateforme dans toute leur activité, en leur proposant des formations, des webinars, avec une plateforme qui leur permet de lancer des recrutements, qui s'appelle Justifit Recrutement. Et puis récemment, une plateforme qui s'appelle Justifit Confrères, qui permet aux avocats d'échanger des dossiers entre eux. Voilà, donc on fait plein de choses. L'objectif de Justifit, c'est d'être vraiment le partenaire privilégié de l'avocat en petit cabinet ou indépendant, en lui proposant tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse se concentrer sur son cœur de business. Donc, c'est être au service de ses clients. Et c'est aussi ce que Paul va vous proposer aujourd'hui avec ce webinaire sur l'IA. Et comment faire en sorte que vous l'intégriez dans votre activité pour, là aussi, vous concentrer sur votre cœur de métier. Donc, cet été, nous avons lancé un sondage auprès des avocats pour mieux comprendre leur rapport à l'intelligence artificielle, mais surtout les tâches et les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans leur cabinet. Donc, ce qui vous prend du temps, ce qui pourrait être simplifié, mais aussi vos attentes et vos freins face à l'IA. Et c'est de là dont nous allons partir aujourd'hui. Donc, plutôt que de vous présenter une nouvelle liste d'outils, on a déjà fait plusieurs webinaires dans le passé que vous pouvez aussi retrouver sur notre média, où vous expliquer tout ce que l'IA est capable de faire. On va se poser avec Paul une question beaucoup plus concrète, c'est comment est-ce que l'IA peut apporter plus de valeur à votre cabinet ? Comment identifier les bons cas d'usage, gagner du temps sur certaines tâches et choisir les solutions adaptées, tout en respectant évidemment, parce que ça, on échange beaucoup avec les avocats, c'est une question qu'évidemment vous vous posez, c'est comment faire pour respecter le secret professionnel, la déontologie et les recommandations du CNB. Donc, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Paul de Panafieux. Donc, bienvenue Paul. Bonjour. Paul, tu es ingénieur et tu as fondé Apria, qui accompagne notamment les cabinets d'avocats dans l'adoption concrète de l'intelligence artificielle. Donc, tu vas partager avec nous ton expérience, mais surtout une méthode pour partir de besoins très concrets
et identifier les cas d'usage qui ont réellement de la valeur, les prioriser et construire une feuille de route adaptée à son cabinet, donc une méthode. Donc l'objectif, c'est que vous repartiez de ce webinaire, vous tous, avec des clés très concrètes et une grille de lecture qui sera applicable dès demain matin. Donc Paul, merci d'être avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu observes aujourd'hui dans les cabinets d'avocats que tu accompagnes? Donc, je te passe la parole et nous t'écoutons tous avec attention. Merci Pauline pour cette introduction. En effet, je dirige donc Apria, un cabinet de conseil sur le déploiement en intelligence artificielle. Et ce que j'observe sur le terrain, c'est que tout le monde part de l'outil. Alors bien sûr, la méthode dit l'inverse, c'est qu'il faut partir des besoins métiers pour ensuite comprendre les données et ensuite savoir quels sont les outils à choisir. Et c'est bien ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Moi, concrètement, j'aide les cabinets, j'aide aussi les PME à choisir et à déployer les bons outils selon leur contexte. Ça veut dire que pendant les 30 prochaines minutes, je ne vais pas essayer de vous vendre un outil plus qu'un autre en particulier, mais je vais vous expliquer pourquoi et comment il faut fixer d'abord votre règle d'utilisation avant de choisir l'outil. Merci à Justifit de m'accueillir d'ailleurs. Je vais passer les slides. Voilà. Donc, dans les 30 prochaines minutes, vous repartirez avec 3 choses concrètes. Une méthode que vous pourrez appliquer, une grille pour évaluer n'importe quel outil d'IA, en respectant la RGPD, le secret professionnel CNB, et comprendre les aides publiques, puisqu'il y a des aides publiques, notamment le DIAC Data et IA de BPI France, qui peut vous aider à lancer pour documenter vos cas d'usage, classifier vos données et choisir vos outils. On va commencer par un petit quiz pour évaluer la salle. Est-ce que Pauline, tu peux lancer le quiz? Sondage lancé. Donc, aujourd'hui, avec l'IA générative, vous en êtes où? Donc, on a déjà 36% qui n'a jamais vraiment essayé. Donc, on est ravis de vous avoir parmi nous. 47%, 42% qui s'en sert régulièrement. 25% qui a essayé à titre personnel hors dossier. Puis, on a 4% qui nous disent plusieurs personnes du cabinet s'en servent sur des tâches définies. Alors, je vois que vous êtes encore certains à voter. Donc, la majorité, donc 38% s'en sert régulièrement sur des dossiers. 31% n'a jamais vraiment essayé. Voilà. Très bien, donc je vois qu'il y a quand même une représentation assez hétérogène, puisqu'il y a 30% qui n'ont jamais essayé et plus de 30% qui l'utilisent de façon quotidienne et plusieurs collaborateurs les utilisent. Donc pour ceux qui sont déjà très familiers, gardez vos questions pour la fin, notamment les questions de fournisseurs de réversibilité, parce que c'est de ce dont on va parler. Et pour les premières minutes de cette présentation, on va prendre ceux qui n'ont jamais essayé par la main pour leur expliquer par où commencer et comment le faire. Alors, souvent quand je parle à des clients, ils me disent « mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas simplement utiliser ChatGPT ou Claude ou un autre ?» Tout simplement parce que, en tant que cabinet d'avocats, choisir son outil, c'est devenu un acte déontologique. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, puisque vous êtes soumis au secret professionnel. Les données que vous utilisez, qui sont des données nominatives, sont soumises à la RGPD. Et l'acte, on en parlera rapidement. D'abord, le CNB, la déontologie. Le secret professionnel ne se négocie pas. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas confier, vous avez interdiction de confier à une IA générative des éléments qui sont soumis au secret professionnel. Ensuite, le deuxième point, c'est l'extraterritorialité. C'est bon? Pardon. Oui? Oui. C'est bon, nous sommes... tu n'avais pas montré de slide et là, tu viens de montrer le deuxième slide. Ah, excusez-moi, il y a eu
Donc, sur le secret professionnel, ne jamais transmettre à une IA générative des informations couvertes par le secret professionnel, c'est ce que je venais de dire. L'extraterritorialité, la grille d'auto-évaluation du CNB, vous demande de vérifier le lieu d'hébergement et la nationalité de l'entreprise qui détient les serveurs sur lesquels sont basent vos données, en excluant celles qui sont soumises à une législation, comme par exemple le Cloud Act américain. Troisième point, l'IA prépare, accélère et structure, et l'avocat qualifie, décide et engage sa responsabilité. C'est ce qu'on verra d'après. Vous êtes responsable des avis, des traitements. Bien que ça se passe par une IA, c'est vous qui signez et qui engagez la responsabilité de votre cabinet. Vous devez en informer le client et vos honoraires restent proportionnés au service rendu. Concernant la RGPD, un dossier, c'est une donnée personnelle. Vous êtes responsable du traitement. Votre fournisseur est un sous-traitant. Cela suppose un contrat, un DPA signé, pas une version gratuite grand public. Les conditions d'utilisation ne sont pas suffisantes. Il vous faut un contrat avec l'outil d'IA que vous utilisez. De transmettre sur les informations, ne transmettez que ce qui est nécessaire. Anonymiser un dossier singulier ne le rend pas anonyme. Par exemple, si 2 cargos se croisent dans un détroit une certaine journée à une certaine heure, les données ont beau être confidentielles, on saura exactement qui sont les 2 cargos et donc qui sont vos clients. Et enfin, tenez un registre, article 30 donc de la RGPD, c'est savoir quels outils traitent quelles données. Et ce n'est pas une option. Donc pour ça, vous devez cartographier vos process, vos traitements et les data et la data qui est nécessaire. Et c'est ce qu'on va voir dans le slide d'après. Bref, aucun des deux, le CNB ou la RGPD, ne vous interdisent d'utiliser l'IA, mais par contre, les deux vous demandent de faire des choix éclairés et justifiés. Donc, à vous d'être capable de justifier pourquoi vous avez utilisé tel outil sur telle donnée pour faire tel traitement et comment vous garantissez la conformité du résultat. Pour ce faire, il faut évidemment pas partir de l'outil, mais partir de vos besoins dans votre journée de travail. Donc, si on la découpe en 6 étapes, vous allez d'abord accueillir, qualifier, réceptionner les pièces du client, puis ouvrir son dossier, puis effectuer des recherches juridiques, puis produire donc soit un courrier, soit des actes, soit des notes. Enfin, vous allez piloter et à la fin, vous allez capitaliser. La bonne démarche, c'est de partir de cette journée de travail et d'identifier dans chaque process où sont vos irritants. Quels sont les points qui vous prennent du temps. Pour chaque moment, notez ce qui vous agace, ce qui est répétitif, ce qui est refait à chaque fois dans chaque dossier et ce qui n'est pas facturé. Un des cabinets que j'avais auditionné en juillet me disait pour une journée de travail, en fait, on en facture la moitié et l'autre, c'est de l'administratif. Donc, faites l'exercice de savoir, dans votre journée de travail, qu'est-ce qui est de l'administratif et qui, aujourd'hui, en 2026, aurait pu être automatisé. Sachant que le meilleur irritant, c'est pas forcément celui qui prend le plus de temps, c'est celui qui prend un peu de temps, mais qui est très répétitif et utilisé par beaucoup de personnes. C'est lui qui, au final, représente le plus de temps perdu dans votre cabinet. Alors, 2 sondages. Le premier, c'est un sondage qui a été fait sur Instagram juste avant fin août et qui demandait quels étaient les principaux irritants. Et ce qui est sorti en premier, c'est la recherche juridique. Donc, le besoin d'être équipé d'un outil spécialisé, d'un outil d'IA. Alors, c'est pas étonnant, puisque c'est le cœur de votre métier, mais c'est pas là-dessus que vous allez récupérer des heures non facturables. On va quand même commencer par traiter ce premier sujet, parce qu'il est clé. Il a notamment fait l'actualité en 2025-2026, puisque plusieurs décisions de justice ont condamné des décisions de justice qui faisaient appel à des articles qui n'existaient pas. Été inventé, donc l'IA hallucine, les sources n'ont pas été vérifiées et l'avocat a été sanctionné
Donc, là, j'ai mis 5 décisions de justice qui se sont passées dans les années 2000, en 2025. Et ce n'est pas parce que l'IA génère quelque chose que l'avocat est exempt de vérifier. Évidemment, la première obligation, c'est de vérifier les résultats qui sont soumis par l'intelligence artificielle, même si elle est spécialisée, et vous êtes le garant, vous êtes le responsable de ce qui sort de l'outil d'IA générative. La recherche juridique se supervise, elle ne s'abandonne pas. Les bons réflexes, c'est de respecter les 3 règles. Aucune référence dans une écriture sans avoir été remonté à la source. Vous devez vérifier vos sources. Le résultat de la décision, c'est texte réel qui fait foi, et la vérification est une étape écrite du process, pas une bonne intention. C'est le premier slide sur la partie juridique, qui fait partie évidemment de votre cœur de métier. Là où il y a beaucoup d'heures perdues et non curées, c'est sur les irritants de la partie administrative. Sur les plusieurs cabinets que j'ai auditionnés, 5 entretiens sur le mois de juillet, ils sont tous plus ou moins les mêmes irritants. Un cabinet de contentieux me dit « Je passe mon samedi sur des bordereaux ». Les cas d'usage, c'est le classement des pièces, la chronologie assistée, qui peut être pris aujourd'hui en charge par une IA. Un autre cabinet en droit public me dit « L'information est dans nos anciens dossiers, quelque part sur nos serveurs, mais on perd un temps fou à la trouver. » Donc, rechercher dans son propre fonds documentaire. Aujourd'hui, un système RAG bien paramétré vous génère automatiquement la recherche et le résumé que vous avez sur vos serveurs. Un cabinet en droit pénal des affaires me dit chaque rendez-vous client, c'est 2 heures de relecture de pièces. Encore une fois, c'est un irritant qui peut être réglé par une IA actuelle, synthèse des pièces avant le rendez-vous. Un cabinet en droit des familles me dit le courrier entrant me noie. On reçoit énormément de courriers, de mails, préqualification des demandes. Tout ça, c'est aussi un irritant sur lequel on peut gagner énormément de temps. Et de façon transverse, on relance mal, on facture tard. Il y a un sujet et le fait d'être payé. Commun et partagé par tous les cabinets que j'ai auditionnés. Donc, évidemment, les relances et la saisie du temps assisté peut être réglée aujourd'hui par des règles d'automatisation et éventuellement par de l'IA. On voit que dans ces différents irritants qui sont connexes à votre cœur de métier, on a énormément de temps à récupérer. Évaluer le temps, il faut que sur chacun de ces cas d'usage, vous soyez capable de quantifier le temps perdu, donc par exemple sur la préparation ou sur la réception, le temps perdu par semaine et par personne, que vous multipliez par le nombre de collaborateurs, que vous multipliez par le temps chargé de vos collaborateurs, que vous multipliez par le nombre de semaines dans l'année, et vous avez le temps facturé, le montant perdu concrètement sur chacune de ces lignes. Ça vous permet de savoir quel est le coût de la non-décision. Si par exemple, sur la première ligne, je passe mon temps à préparer ou à ranger mes bordereaux et à classer mes pièces, vous évaluez qu'il y a une perte de temps de 150 000 €, ça veut dire que prendre de décision pour régler ce sujet vous coûte concrètement aujourd'hui 150 000 €. Et donc, aller explorer les solutions actuelles, voilà, et vous donne également un budget pour aller explorer les solutions actuelles. Donc, en synthèse, le premier besoin exprimé ici sur ce slide, c'est comment chercher chez soi. Une fois que vous avez listé tous vos cas d'usage, du moins tous vos irritants, que vous transformez en cas d'usage IA, et que vous avez évalué donc le gain financier, il faut évaluer également la difficulté de mise en œuvre de la solution. Et cela vous permet d'avoir une matrice sur laquelle vous allez représenter les différents cas d'usage. Sur cette matrice va apparaître 4 cadrans. Le premier, qui on appelle les quick wins, ce sont les cas d'usage IA sur lesquels on a un gain fort attendu et une difficulté de mise en œuvre assez faible. Par exemple, la synthèse des pièces avant le rendez-vous, les courriers entrants, les premiers jets non définitifs, les relances de temps assistées.
Ça, ce sont souvent ce sont les cas d'usage par lesquels il faut commencer concrètement à travailler. Ne jamais mettre en œuvre un assistant magique qui fera tout seul. C'est évidemment une promesse qui n'est intenable. Il faut choisir cas d'usage par cas d'usage, data par data, et en commençant par les plus faciles, ce que vous voulez mettre en œuvre, ce que vous attendez de gagner à l'arrivée, et mesurer à chaque fois que vous avez déployé un cas d'usage. Dans ce cadran, va aussi apparaître en bas ce qui a un gain incertain, mais un risque fort. Donc là, évidemment, il ne faut pas y aller tout de suite. C'est-à-dire un assistant qui répondrait directement au client. Bon, il ne faut pas y aller du tout. Ou une analyse prédictive présentée comme une certitude. C'est évidemment ce qu'il faut, pas par ça qu'il faut commencer. En haut à droite, vous allez avoir les projets structurants, c'est-à-dire qui ont un gain fort, mais qui peuvent avoir une difficulté forte. Par exemple, rechercher dans vos propres fonds documentaires. Je ne sais pas encore de quelle qualité de documents on parle, ni sur quel serveur on parle. Donc, il peut y avoir des solutions intégrées sur étagère simples à mettre en œuvre, et il peut y avoir des solutions plus complexes pour retraiter vos documents. Également, la chronologie contentieuse outillée ou le closier actif. Et dans ce cadran, le dernier quart, qui sont les cas d'usage à éviter pour commencer, parce que la difficulté est forte et le gain n'est pas certain, c'est l'assistant qui fait tout, évidemment, et indexer, et l'indexation de tout le fonds sans gestion de droit. Puisque derrière une indexation documentaire chez vous, il faut évidemment avoir une gestion de droit et une droit d'accès. Donc, commencez par les quick wins, les cas d'usage qui ont un gain fort et une difficulté faible. Ensuite, la matrice, ça vous permet de choisir les cas d'usage par lesquels vous allez commencer, les cas d'usage à traiter en priorité. Ensuite, il vous faut savoir de quelles données vous parlez. Classer vos données permet de choisir les garde-fous à mettre en œuvre, la gouvernance à mettre en œuvre. Donc, le fournisseur, français, américain, donc ensuite l'outil. Indispensable de savoir de quelles données on parle. En zone verte, ce sont les données publiques. Les doctrines, les modèles vierges, les contenus du cabinet, les sites web, les articles. Là, tout outil sérieux peut convenir. Il n'y a pas de données soumises au secret professionnel, il n'y a pas de données nominatives. Donc là, tout outil peut être utilisé. Ensuite, la zone orange, c'est les documents internes, pseudo-anonymisés, les trames, les clauses, mais sans référence client. Là, il vous faut un outil qui est évalué, sur lequel vous avez un contrat, un DPA, où vous savez où sont les serveurs, où vous savez combien de temps les données sont retenues, sont conservées. Et la troisième zone, c'est la zone rouge. Ce sont les pièces nominatives, les correspondances avec vos clients, les données pénales sensibles. C'est le cœur du secret professionnel. Là, c'est les exigences maximales. C'est l'objet des slides suivants. Et c'est le paradoxe d'ailleurs, c'est que la plupart de vos besoins en tant que cabinet d'avocat se trouvent dans cette zone rouge. La sensibilité se traite avant le choix de l'outil, jamais après. Le guide du CNB n'interdit pas d'utiliser une IA. Par contre, il hiérarchise des critères. Ce qu'il ne dit pas, c'est est interdit, tel outil est proscrit, attendez que ça mûrisse. Ce qu'il vit, c'est un usage éclairé. L'avocat comprend ce qu'il fait, où sont les données, et reste responsable du livrable. Ce qu'il exige, c'est la vigilance sur le secret professionnel, la vérification des sources, la transparence adaptée vis-à-vis du client et la maîtrise du paramétrage et des contrats. Pour répondre aux exigences du CNB, la chaîne de décision à prendre est de partir de vos irritants, déduire les cas d'usage, analyser la sensibilité de vos données afin de déterminer le niveau de risque acceptable et enfin, choisir votre outil. Vous voyez, la déontologie n'est pas un frein à la méthode, elle est la méthode. C'est l'ordre des questions qui protège le secret. Je t'interromps une seconde, Paul. Il y a d'autres sondages. Tu me dis quand est-ce qu'il faut les lancer, hein? Je suis à ta dispo. Merci. Les 5 questions à se poser, à poser à n'importe quel fournisseur, avant le prix et la démo.
D'abord, c'est le contrat. Vous ne pouvez pas utiliser des IA grand public gratuites ou même des formules Max, Pro. Vous devez avoir un DPA, un engagement contractuel, quel que soit l'éditeur de logiciel. Vous devez avoir un engagement contractuel, un DPA signé avec lui. Vos données servent-elles à entraîner les modèles? Vous devez être sûr. Les conditions générales d'utilisation ne suffisent pas. Vous devez avoir un vrai cadre contractuel. La localisation. Où sont hébergées mes données? Où sont traitées mes données? Est-ce que mes données sont sur un serveur d'une société américaine, donc soumis aux droits d'extraterritorialité? Est-ce que mes données sont en France? Rétention. Durée de conservation des prompts et des documents. La plupart des logiciels autorisent maintenant la zero detention. Les datas ne fassent que passer sans être conservées. Réversibilité. Récupération de vos données sur votre index si vous partez. Les secrets professionnels, droit d'accès par dossier, journalisation des pièces. Alors, la différence entre les IA généralistes et les IA souveraines. Les IA généralistes, elles sont puissantes, économiques, idéales en zone verte pour apprendre. Donc, c'est sur des données qui sont publiques. Ça permet de vous faire la main sur des données qui ne vous engagent pas. La grille détermine jusqu'où elles peuvent monter en zone orange, la grille qu'on a vue juste avant. Et les solutions souveraines sont pensées pour les données qui sont en zone rouge. Donc, un hébergement européen, des contrats adaptés, une intégration métier. La grille vérifie que la promesse est tenue contractuellement. Ce n'est pas en fait généraliste contre souverain. C'est quelle zone de données, quelles exigences et donc quel outil. Alors, en 90 jours, pour passer de l'irritant au premier assistant qui tourne, ça dépend évidemment de la taille de votre cabinet. Je vais commencer par la partie basse. Si jamais vous êtes solo ou une petite structure, un outil bien paramétré doit vous suffire. Ne vous lancez pas dans des utilisations, des choses sur mesure. Si vous êtes seul ou petit, c'est pas votre cœur de métier. À partir de 5 à 15 cabinets, là, vous devez formaliser un cadre, avoir des pilotes qui sont outillés, une charte d'usage, un projet, vous pouvez faire un projet à quelques milliers d'euros, porté par un associé référent. Donc il faut qu'un associé parmi vous soit plus sensible que les autres au sujet et porte le sujet, que ça soit lui réellement le sponsor au sein du cabinet. Et à partir de 15 à 50 cabinets, là, c'est une méthode complète de gestion des droits, d'intégration de logiciels métiers. C'est un vrai projet de transformation. Et c'est ici notamment que les financements et les aides publiques peuvent vous aider. Dans les 30 premiers jours, pour ce projet d'intégration de l'IA au sein de votre cabinet, dans les 30 premiers jours, vous allez travailler sur vos irritants, sur le classement de vos données et choisir, comme on a vu dans une matrice, les 2 ou 3 cas pilotes sur lesquels vous voulez vous concentrer. On a vu, c'est ceux qui apportent le plus de gains et qui n'ont pas forcément la plus grosse difficulté. C'est par ça qu'il faut commencer. Ensuite, du jour 30 au jour 90, vous allez évaluer les outils, vous allez réaliser 2 ou 3 workflows dans des conditions réelles et les règles d'usage écrites avec un référent. Et puis après, le 90e jour, vous allez pouvoir mesurer le temps réellement gagné sur les workflows que vous avez testés, relire, analyser la qualité obtenue, faire une décision de go ou no go, cas par cas, et extension ou pas de la solution retenue et de la solution testée. L'investissement ne se dimensionne pas sur le temps non facturé récupérable, c'est pas sur le catalogue de l'éditeur. Donc c'est sur le temps que vous perdiez avant, que vous avez récupéré, qui vous permet de justifier, qui vous permet de financer ces cas et ces pilotes. Alors l'État vous aide. L'État aide, dans le cadre du diagnostic data et IA, l'État cofinance cette analyse des cas d'usage, la classification, la quantification, la qualification, et le benchmark des solutions pour vous avant de les mettre en œuvre, et cofinance à hauteur de 40%.
C'est un diagnostic qui est réalisé par un expert externe référencé par BPI France. C'est un cadre, c'est une dizaine de journées et qui vous fournit ce travail dont on vient de parler. C'est dédié aux PME et aux cabinets d'avocats. BPI France prend en charge pour 40% et c'est éligible au cas par cas avec le BPI pour savoir si vous êtes éligible. Donc, vous n'avez pas à porter seul le coût du saupoudrage, l'État en finance une partie. La méthode, voici comment l'appliquer chez vous. Tout d'abord, vous identifiez vos irritants, vous les triez selon la grille dont on a parlé, vous les sécurisez en analysant les datas, la sensibilité des datas, et ensuite vous déroulez le choix de vos outils. Je peux faire ça avec un diagnostic flash offert en 30 minutes. Le lien hypertexte est juste là. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Voilà, et je prends les questions que vous pouvez avoir. Alors, est-ce que tu veux avant ça qu'on lance les quelques sondages ou pas? Oui, c'est un sondage sur les irritants. Alors, le premier sondage, c'est: avez-vous automatisé une tâche récurrente du cabinet? Ah oui, on ne les a pas fait. Ok, très bien, faisons-les. Non, aucune. Une ou deux bricolées dans mon coin. Donc, je lis les réponses. Hein. Une partagée par l'équipe, plusieurs, et on mesure ce que ça fait gagner. Donc, la majorité, c'est non, aucune. Donc, je pense que vous êtes tous que ce C'est webinaire intéressant parce que tout à l'heure, on disait que 70% des gens déjà utilisaient ou intégraient l'IA dans leur cabinet. Mais par contre, vous ne l'avez pas intégré dans vos workflows. Donc, vous l'utilisez sous forme de... Ce que je comprends du résultat que vous êtes en train de dire, c'est que vous l'utilisez sous forme de chat. Mais par contre, au quotidien, ça ne vient pas travailler de façon autonome sur vos dossiers. Vous ne l'avez pas encore intégré dans vos workflows. Voilà, donc ça, c'était un premier sondage. Un autre sondage, c'est qu'est-ce qui vous retient le plus aujourd'hui? Alors, la première réponse qu'on vous propose, c'est, et tu l'as largement évoqué, Paul, c'est le secret professionnel et la confidentialité. Le deuxième, c'est je ne sais pas par où commencer. Donc, on espère que ce webinaire vous aidera. Le temps de m'y mettre. Donc, c'est vrai que ça peut aider d'avoir quelqu'un qui prend en main, en tout cas, le diagnostic. Et je doute de la fiabilité des résultats. Donc, il semblerait que ce qui vous retient, donc n'hésitez pas à voter pour qu'on ait plus de participants, c'est le secret professionnel et le temps de s'y mettre. Donc, c'est les deux sujets. Donc, tu as bien répondu en partageant ce que le CNP dit sur le sujet, notamment, et la RGPD, qui peut vous aider effectivement à y voir clair. Et je ne sais pas par où commencer, effectivement, c'est pour ça que la méthode est bien, parce que ça permet de classifier les quick wins, ce qui va prendre du temps et ne va pas forcément être très efficace, et ce qui prend moins de temps et va permettre d'être plus efficace. Donc, à 43%, c'est le secret professionnel. Et puis, nous avions un dernier sondage. Sur quoi perdez-vous le plus de temps non facturable? Donc, ça, c'est pour faire écho à ce sondage que nous avons déjà fait sur le mois d'août auprès de nos avocats. N'hésitez pas à participer. Tout ça, c'est des résultats qu'on vous enverra et que vous retrouverez dans l'article qui résumera les points importants de ce webinaire. Donc, ça vous permettra aussi de vous situer par rapport à vos confrères. Donc, est-ce que c'est trier le courrier et les pièces qui entrent, retrouver une information dans vos propres dossiers? Donc là, c'est suite à tous les audits que tu as pu faire, Paul. Assembler un dossier de plaidoirie, pièces d'ordre jurisprudence, rédiger des courriers et des mails répétitifs, saisir vos temps et relancer les honoraires, faire la recherche juridique et vérifier les sources. Voilà, donc en majorité, les deux réponses, 36% l'une comme l'autre, c'est trier le courrier et les pièces qui entrent et faire la recherche juridique et vérifier les courses. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que trier le courrier, il y a 3 niveaux. Premier niveau, c'est en fonction de l'objet, je le range dans un dossier. Là, c'est pas de l'IA, c'est une règle. Et donc là, n'importe quel outil aujourd'hui de mail vous permet de mettre des règles métiers pour trier vos mails. Le deuxième niveau, c'est de lire rapidement et pour savoir de quoi ça parle. Et le troisième niveau, c'est de lire en détail l'ensemble de vos mails et d'apporter, grâce à une IA, une synthèse sur le contenu. Donc,
vous voyez bien que derrière le sujet TRI-MML, en fait, on a 3 niveaux de traitement de la data. Et ça se traite de 3 façons différentes. Ce n'est pas la même chose de mettre une règle métier simple et de faire intervenir un outil d'IA puissant pour faire la synthèse de l'ensemble de vos mails sur un sujet donné. On est dans 2 niveaux de complexité très différents. Donc, on est à 41% effectivement sur trier le courrier et les pièces qui entrent. Voilà, 41%. Alors, nous avons des petites questions. Maître Franquian nous demande qui peut nous aider dans cette démarche? Avez-vous des noms d'experts à nous conseiller? Alors, moi, je vais répondre à la place de Paul. Je vous conseillerais Paul. Il peut tout à fait vous aider à faire ces 10 jours de diagnostic, sachant que BPI France financera 40% de son intervention. Voilà. Donc, vous aurez le nom de Paul que vous pouvez contacter sans aucun problème. Donc, alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On a encore 22 minutes à utiliser si besoin. En attendant, moi, je peux peut-être poser quelques questions en attendant que les avocats À quel moment est-ce que tu penses qu'il faut se faire accompagner, Paul? Dès qu'on a un nombre de cas d'usage qu'il faut quantifier et dès qu'on se pose la question entre plusieurs outils. C'est-à-dire que pour faire la différence entre plusieurs outils, il faut savoir quelles sont les fonctionnalités à évaluer et donc quels sont les datas et les critères à mettre en œuvre derrière. Donc c'est à ce moment-là. Lorsqu'on est tout seul et qu'on est un solo, un avocat seul ou 2 dans un cabinet, là il faut prendre une solution sur étagère. Donc faire votre benchmark vous-même. Il faut être accompagné à partir du moment où vous êtes plus de 8, 10 collaborateurs. Alors, j'ai une autre question en écoutant ta présentation. C'est, tu mentionnes les cas où des avocats ont utilisé ils ont, à cause des hallucinations de l'IA, ils ont fait des bêtises, ils ont été sanctionnés. Comment est-ce qu'on peut éviter les erreurs ou les réponses inventées par l'IA? Donc, comment tu procéderais? Il y a des garde-fous de plus en plus maintenant qui sont... Alors, 2 solutions. Un, les logiciels proposent maintenant embarquer des garde-fous qui permettent de fact-checker toutes les références qui sont émises. Et 2, comme c'est votre responsabilité, c'est à vous de vérifier et de revenir aux sources. Et lorsque les IA citent 2 ou 3 articles dans leur raisonnement, c'est à vous de cliquer sur les liens et d'aller vérifier que cette référence existe réellement et que c'est pas juste un lien hypertexte qui pointe nulle part. Donc, et pour le faire, donc vous pouvez soit vous appuyer sur les sécurités embarquées par le logiciel, soit le faire vous-même manuellement, soit utiliser une autre IA pour venir contredire le travail de la première IA. Et c'est souvent ce qu'on fait maintenant. On fait travailler plusieurs IA de concert de façon à ce qu'elles se contreduisent et produisent un résultat qui a été vérifié et synthétisé. Très bien. Alors, j'imagine que les avocats qui nous écoutent, enfin, on a vu, ils utilisent déjà un peu l'IA. Comment est-ce que ces avocats peuvent faire pour voir si ces IA les aident vraiment? Enfin, comment mesurer la performance? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, pour mesurer la performance, on a vu tout à l'heure comment est-ce qu'on mesure le gain en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire, je perds 10 heures par semaine à classer mes dossiers. J'ai 5 collaborateurs qui facturent chacun 100 € de l'heure. Il y a 47 semaines dans l'année. Vous multipliez ces temps et vous avez à la fin le montant perdu par cette tâche pour votre cabinet. Mais il n'y a pas que la productivité. Les gains peuvent être aussi sur la qualité, la diminution des erreurs, les contrôles automatiques, on vient d'en parler. Ça peut être aussi une amélioration de l'expérience client, parce que vous traitez les dossiers plus rapidement, la disponibilité, la personnalisation du service que vous rendez à vos clients. Ça peut être aussi des décisions et du pilotage, les meilleures analyses que vous avez, les meilleures anticipations des risques et des opportunités. Ça vous éclaire dans vos raisonnements. Les gains peuvent être aussi sur la conformité, sur les risques et la conformité. L'IA permet de sécuriser des processus, de respecter
les clauses qui sont dans un contrat, de vous aider à accélérer vos process, par exemple, sur le paiement. Donc tout ça, c'est des gains que vous pouvez avoir. Et enfin, la capitalisation du savoir. Donc, l'IA permet aussi de rendre la connaissance interne que vous avez accumulée et de la rendre accessible. Donc, tout ça, c'est des gains ou des formes de gains qui sont apportés par l'IA. Ce n'est pas que des gains en termes de productivité et de chiffre d'affaires. Il y a aussi la qualité, l'expérience client, la décision, le risque et la capitalisation du savoir. La gestion des risques et la capitalisation du savoir. C'est donc en mesurant ces 7 dimensions que vous arrivez à qualifier ce que l'IA peut vous apporter sur un cas d'usage ou sur un autre. Et alors, une fois qu'on a identifié les IA qu'il nous faut et comment les mettre en place, qu'est-ce qu'on fait? On tape dans l'IA, voilà, je cherche une IA qui va m'aider à faire ça. Comment on trouve? Parce qu'il y a tellement d'IA, comment on sait quelle IA utiliser? Alors, ça dépend pour quelle data, sur quel traitement et pour quelle finalité. Pour un cabinet moyen, il vous faut évidemment une IA juridique. Sans les citer, on les connaît. Une IA qui va gérer tout vos workflows et automatiser tout ce qui peut être automatisable. Et un troisième, c'est un index de l'ensemble de votre corpus au sein de vos serveurs. Donc, c'est 3 dimensions à minima dans un cabinet de taille moyenne, puisque vous avez besoin d'un fonds documentaire sur la spécialité que vous couvrez. Donc, vous avez besoin d'avoir un éditeur juridique qui vous fournit l'accès à cette base documentaire. Vous avez besoin d'accéder aux dernières innovations en termes de cowork, copilot. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut étudier sur vos process et sur l'automatisation de vos process. Et enfin, la dernière chose qui est celle qui vous appartient concrètement, c'est vos documents, l'accès à vos documents. Et c'est là où il faut investir concrètement, puisque c'est là où est votre data, ce qui vous appartient à vous et qui est votre différenciant par rapport à vos concurrents, votre base documentaire. Mais toute cette base documentaire, si on la met dans une IA, on la met dans le gros écosystème. Je parle en néophyte, mais et donc Alors, si vous la mettez dans une IA américaine gratuite, en effet, vous savez, vous donnez votre fonds documentaire, vous ne savez pas où vous l'envoyez, et c'est évidemment pas à faire. Il existe des solutions qui vous permettent de façon sécurisée d'aller chercher, on appelle ça des RAG, qui vous permet d'aller chercher de façon sécurisée en interne sur vos serveurs votre data et de l'exploiter sans avoir forcément à l'envoyer à une IA américaine. Donc ce dernier volet qui est vos propres données et qui est là où il y a la valeur sur vos données, il vous faut une solution qui soit sécurisée. Alors, il existe des solutions sur étagère, il existe des solutions, on parle de make and buy, or buy. Est-ce que c'est à vous de faire votre propre système ou est-ce que vous achetez sur étagère quelque chose qui existe en fonction des documents, en fonction de la qualité des documents, de la complexité d'accès, le choix se fait. Est-ce que tu peux nous donner des noms, Voilà. justement, de solutions sur l'étagère que tu recommanderais? Alors, oui, mais il faudrait pas. Mais par exemple, donc il y a Elasticsearch si vous voulez faire le réaliser vous-même, par exemple, sous Windows ou sous Microsoft, et des solutions sous étagère très puissantes pour traiter des grandes bases de données. Il y a par exemple Legora, qui est une solution européenne, qui est excellent pour traiter d'énormes volumes d'informations, les classifier, en faire des synthèses, les organiser. Voilà, c'est des solutions IA natives. Voilà. Mais je veux pas faire de publicité. Donc, bien Non, sûr, c'est il pas la faut publicité, d'abord c'est une mettre par information. écrit. Ouais. Oui, donc ce type de solution, et il y en a plusieurs, sont bien sûr à benchmarker, sujet mais pas à tous. Et donc, la première question, c'est quelle est votre finalité, quels sont les que vous avez, quel est votre environnement, et ensuite on pourra parler des solutions qui vous sont adaptées. Très bien. Alors, je te pose des questions pendant ce temps-là, je n'ai pas vu d'autres questions. N'hésitez pas, les participants, à poser des questions.
Pendant que vous réfléchissez, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là, et j'informe ceux qui n'étaient pas là au début quand je l'ai dit, que nous allons vous envoyer un replay du webinaire, plus un article qui en résume les grands points, que vous pourrez retrouver tout ça sur notre site Maîtrise pour Justifit, sur lesquels il y a les replays de tous nos webinaires. Je vais mettre un lien sur le côté. Voilà. Comme ça, vous pourrez les regarder. Et nous allons aussi vous demander, donc je mets sur le côté le lien vers tous nos webinaires que vous pourrez retrouver. Vous pourrez aussi, à la fin de ce webinaire, nous allons vous demander un petit retour sur ce webinaire, c'est précieux. Et on va aussi vous demander des idées de futurs webinaires. C'est comme ça qu'on les met en place, c'est en partant de vos besoins. Donc, dites-nous sur quoi vous aimeriez que nous intervenions. Voilà, parce qu'on a plein de personnes à qui qu'on peut solliciter pour parler d'un sujet ou d'un autre. Voilà, je vous ai envoyé sur le côté les liens vers tous nos sujets sur l'IA et tous nos webinaires. N'hésitez pas à les consulter. Et bien, Paul, est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Lancez-vous, c'est le moment. Lancez-vous. Bon. Donc, le seul conseil que tu pourrais donner aux avocats qui écoutent, c'est de se lancer. Donc, lancez-vous et on vous souhaite une bonne rentrée, parce que c'est la rentrée pour beaucoup d'entre nous. Formez-vous. Voilà, formez-vous. Lancez-vous veut dire formez-vous. Très bien. Merci beaucoup, Paul. Pauline, merci à tous les participants. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci, Maître Passy. Vous êtes une fidèle. Au revoir.